Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Aux commandes ce dimanche, Binta Diallo. Le discours à la nation du chef de l'État, le processus électoral et le système de parrainage, les retrouvailles Wade Idi, la justice en question avec les affaires Khalifa Sall et Barthélémy Diaz, les sorties des membres de la mouvance présidentielle contre certaines décisions du régime. Pour en parler, Binta Diallo reçoit ce dimanche Ndiogou Sarr, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Abdou Aziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République. Remue-Ménage, ce dimanche, 10h-11h, sur Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue-Ménage qui reçoit donc ce dimanche professeur Ndiogou Sarr, enseignant à l'UCAD, maître de conférences en droit public. Bonjour professeur. Nous recevons également avec plaisir Abdou Aziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République. Bonjour, Monsieur Diop. Bonjour, Binta. Alors, l'actualité, professeur Ndiogou Sarr, est marquée par la crise qui secoue le monde scolaire. Le khalife général des Tidjanes a convoqué les deux parties aujourd'hui à Tivaouane. Que pensez-vous de cette médiation du guide religieux? Merci, Madame Diallo. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue mon ami Abdou Aziz Diop, présent ce matin, et salue tous vos auditeurs. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter aussi, parce que vous voyez qu'on vient de fêter notre 58e anniversaire, absolument, notre accession à l'indépendance. Ouais. Et je pense que c'est un moment très fort de la vie d'une nation. Et c'est pourquoi je tenais aussi à rendre hommage à tous les citoyens et principalement aux autorités. Pour répondre à votre question, à l'armée surtout, parce que c'est la fête de la nation. Pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous dire qu'il faudra m'excuser parce que j'ai la voix qui est un peu enrouillée depuis hier. Absolument. Je crois que oui, c'est une question extrêmement importante aujourd'hui, la crise universitaire scolaire. Et je pense que c'est le seul pays au monde où on voit une crise scolaire qui a duré presque 2 mois et qui semble ne voir personne. Ça fait peur pour l'enseignant que je suis, pour ne pas dire une catastrophe. Donc, si vous m'informez effectivement qu'il y a une médiation qui a été entreprise, pas par n'importe qui, mais par le khalife général de Tidjane, je pense qu'on ne peut qu'à saluer cet acte. Et c'est venu au moment où on l'attendait. Parce qu'aujourd'hui, la crise est profonde. C'est tout le système éducatif sénégalais qui est en crise. Et une crise qui a duré aussi. Et de tout temps, malheureusement, on n'a cherché que des solutions provisoires pour de sortir de crise, mais on n'a jamais cherché à régler des problèmes profonds de l'éducation. Absolument. J'espère que cette fois-ci, peut-être, et alors que le président a eu à parler de cette question lors de son message à la nation, je crois qu'avec la médiation du khalife général de Tidjane, on peut avoir espoir qu'enfin, peut-être, ça portera ses fruits. Vous parlez de crise profonde. Est-ce que Abdou Aziz Diop, je peux vous dire professeur Abdou Aziz Diop, est-ce qu'il fallait en arriver là, que le guide religieux s'immisce dans cette crise profonde qui secoue le monde scolaire? S'agissant du khalife général de Tidjane, il ne s'agit pas d'immixtion. Il s'agit tout simplement... Il offre sa médiation. Il s'agit d'un effort de régulation. Un effort de régulation, un statut de régulateur reconnu à toutes les familles religieuses du Sénégal. On l'oublie souvent. Le statut de régulateur reconnu à toutes les familles religieuses du Sénégal est constitutionnel. On l'oublie. Et constitutionnel dans la mesure où notre constitution est très claire en matière d'éducation. Notre constitution dit que les foyers religieux, du fait de l'éducation religieuse, coranique, l'école coranique et l'éducation religieuse, contribuent à la formation de la jeunesse sénégalaise. Ça veut dire que le khalife général de Tidjane est dans son élément constitutionnel. À partir de cet instant, nous ne pouvons que saluer. Mais le khalife général de Tidjane arrive au très bon moment. Au moment où je peux dire sans risque de me tromper que l'État et tous les partenaires sociaux, tous les partenaires de l'éducation regardent aujourd'hui dans la même direction. Le chef de l'État est le premier en disant quoi dans sa dernière adresse à la nation le 3 avril 2018. Il dit
la seule façon dont nous disposons, la seule manière dont nous disposons en tant que République, forme d'expression de la démocratie, c'est de donner les moyens et les outils nécessaires à l'école publique pour asseoir dans notre pays l'égalité des chances. Mais est-ce que c'est fait? Je termine, j'y viens. Pour asseoir dans notre pays l'égalité des chances. C'est le seul moyen dont dispose l'État, la République, pour égaliser les chances. Il va plus loin. Il met quelque chose sur la table. L'indemnité de logement sur laquelle a chopé les négociations passe de 60 000 à 85 000, donc avec une augmentation de 25 000. 15 000 sur la table dès octobre et 10 000 dès janvier 2019. Et que dit le président des parents d'élèves et le président des associations des parents d'élèves et d'étudiants? Il dit oui au droit de grève, droit civil et politique qu'il reconnaît aux enseignants, mais oui également au droit à l'éducation, droit économique, social et culturel qu'il reconnaît aux élèves et aux étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les parties prenantes à cette crise, que le khalife général des Tidjanes va aider à dépasser, respectent la parité des droits. Le droit de grève des enseignants est un droit civil et politique que reconnaît le président des associations de parents d'élèves et d'étudiants. Mais il reconnaît en même temps aux étudiants et aux élèves leur droit à l'éducation. Si nous respectons la parité du fait de l'indivisibilité des droits et de leur interdépendance, il n'y a plus de place à la surenchère et au chantage. Et c'est à ce moment précis qu'un régulateur de la République, en l'occurrence le khalife général des Tidjanes, intervient. Je pense que nous allons vers une sortie de crise. Mais jusque-là, on n'a pas entendu, professeur Ndiogou Sarr, des enseignants disposés, malgré les accords qui ont été signés, à rejoindre les salles de classe. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Madame Diallo, moi je pense que, comme bien l'a dit tout à l'heure M. Diop, je crois que la crise est une crise profonde. Mais vouloir maintenant réduire cette crise-là à des aspects purement financiers me semble un peu très restrictif et à la limite même manquer de respect aux enseignants. Je crois que la crise dépasse l'aspect pécuniaire. On a quand même entendu que des doléances pécuniaires tournent autour de l'argent. C'était un élément en fait dans la plateforme. Je pense qu'il faut rappeler aussi que d'abord c'est une revendication qui date depuis longtemps quand les enseignants avaient demandé à ce qu'il y ait justice dans le cadre du traitement des agents de l'État, où on a vu certains corps de l'État bénéficier des avantages exorbitants au moment où les enseignants n'en avaient pas, avec les mêmes diplômes et les mêmes grades. Ça a posé un problème. C'est vrai que l'État a toujours fait un effort pour essayer d'aller dans le sens d'une augmentation. Mais je pense que la question dépasse un peu l'indemnité de logement. La question est beaucoup plus profonde, et j'ai dit tout à l'heure. C'est le système éducatif sénégalais qui est en crise. Et malheureusement, jusque-là, on n'a jamais eu ce courage politique, moi je dirais, ou cette volonté d'aller à bras le corps régler cette question-là et affronter cette question-là. Et je pense que donc aujourd'hui, c'est pas parce que le président de la République lors de son message à la nation, a eu à parler de cette question-là, mais moi je pense que la question dépasse l'aspect augmentation de l'indemnité de logement. On devait recevoir les enseignants et discuter des questions beaucoup plus profondes. Là, il y a la question des avancements des enseignants. Il y a la question aussi de la prise en charge au niveau de l'espace scolaire. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, nous sommes dans un espace où effectivement... Sauf que l'indemnité de logement était la pomme de discorde entre les deux parties. C'est une question qui est la récurrente, qui revient chaque fois, mais il y a d'autres questions. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi depuis 2 mois que cette crise perdure, le président n'a pas rencontré les syndicats des enseignants, d'autant plus que c'est la matérialisation des accords qui datent de 2014. C'était pas de nouvelles revendications. Ici, ce qui s'est posé, c'est que les enseignants disaient à l'État, il faut respecter votre engagement. Mais aujourd'hui, est-ce que si aujourd'hui le chef religieux ou les religieux s'impliquent dans cette crise de scolaire, est-ce qu'on peut pas parler quelque part à Abdoulaziz Diop de faillite de l'État et même des syndicats? Moi, je ne collerai à aucun partenaire social l'étiquette de faillite. On ne peut être que réconciliant dans cette affaire. Avoir une attitude autre que réconciliante dans cette affaire-là est irresponsable. Pourquoi? Parce que ce qui est en jeu, c'est la formation des étudiants et des élèves, c'est l'avenir de notre pays. Absolument. Il ne fait aucun doute, et ça c'est établi depuis fort longtemps, qu'à défaut d'une bonne école, d'une bonne université, nous ne préparons pas l'avenir. Le président Macky Sall est monté au créneau à sa dernière adresse à la nation pour dire « préparons l'avenir ensemble ». Si nous voulons préparer l'avenir ensemble, il faut que chacune des parties prenantes à la crise scolaire prenne ses responsabilités. Au nom du droit d'abord. Les revendications ne sont pas que pécuniaires. J'ai consacré
j'ai jeté un coup de projecteur dans l'ouvrage que j'ai écrit sur la politique de protection sociale du président Macky Sall. Macky Sall et la société du Caire sur les points d'accord entre les syndicats d'enseignants et l'État. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart du temps, les accords achoppent sur ce qu'on appelle le circuit, c'est-à-dire le circuit administratif. Les lenteurs administratives. Les lenteurs administratives, lequel circuit est parfois grippé. Donc ce circuit-là est un circuit que, en ce moment, l'État essaie d'huiler pour qu'en définitive... On a quand même annoncé le guichet unique pour pouvoir... Pour qu'en définitive, tout ce dont les enseignants ont droit et qui figure sur la plateforme revendicative soit pris en compte afin que l'école respire encore une fois et que la parité des droits soit respectée par les deux parties. Faute de quoi, nous sommes encore une fois dans la surenchère et le chantage, toute chose inacceptable en démocratie. Absolument. Oui, en fait, moi je voulais rebondir parce que vous savez que moi, contrairement, je crois qu'il faudrait qu'on dépasse un peu cette question en mettant l'accent sur les personnes. Je vous disais tantôt que la question de la crise universitaire et scolaire dépasse même les régimes aujourd'hui. Ce n'est pas avec Macky Sall qu'on a connu ces crises. Par conséquent, je pense que quand on doit trouver une solution, il faut des solutions durables qui dépassent un peu les personnes et qui visent ça. Et c'est là où votre question est pertinente. Est-ce que c'est la faillite de l'État? Moi, je pense que oui. Parce que est-ce que l'État du Sénégalais a pris au sérieux la question de l'éducation au Sénégal? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous sommes tous là. On donne presque 40% de notre budget national à raison pour laquelle on devait pouvoir... Depuis 1981, les États généraux de l'éducation, qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Je suis universitaire. Regardez les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, nous donnons l'impression que nous sommes en train d'enseigner et de former, alors qu'on ne forme personne. Parce que le cadre n'y plaît pas du tout. Par conséquent, il faudra oser poser les problèmes et les régler. Moi, je pense que quand je dis l'État, c'est pas le président de la République, c'est qu'il y a l'administration aujourd'hui qui s'occupe de ce secteur-là. Composantes. Bien sûr. Mais aujourd'hui, la solution de l'éducation est une solution qui ne peut venir que de l'État. Je vous disais tantôt que la dernière grève, c'est une revendication pour la matérialisation des accords de 2014. Mais qui est responsable à ce moment? C'est l'État qui s'était porté garant et qui s'est engagé à signer des accords qu'il n'a pas respectés. Si l'État n'a pas les moyens pour respecter les engagements, merci, l'État devait pouvoir prendre ses responsabilités et inviter les enseignants autour d'une table et dire, écoutez, c'est nous qui avions signé ces accords-là. Nous sommes confrontés à des situations difficiles. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question qui touche tout le monde. Mais professeur Ndiogoussa, il ne faut pas également être trop nihiliste parce qu'il y a eu des accords quand même, beaucoup d'accords qui portent sur des indemnités, qui portent sur l'argent qui ont été honorés par l'État. Heureusement d'ailleurs, mais nous sommes dans un secteur qui est dynamique. L'effectif augmente, le cadre. Il ne faudrait pas que les mesures qui ont été prises l'année dernière, on pense que ces mesures soient meilleures aujourd'hui pour régler les questions d'aujourd'hui. C'est pas possible. Un État doit anticiper. Il n'y a pas d'anticipation. L'université que je connais mieux, je pense qu'aujourd'hui, chaque année, nous sommes confrontés à une massification des effectifs, un cadre où il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez d'amphithéâtres, il y a un problème. Donc, il faudra donc anticiper. Et c'est là où l'État a eu des problèmes. L'État pense que chaque fois que il y a une crise, l'État cherche une porte de sortie pour gérer de façon temporaire et c'est fini. Et ça revient chaque année et malheureusement. Mais il faut le souhaiter parce qu'un pays où il n'y a pas d'éducatif, c'est un pays, malheureusement, on ne peut pas parler d'émergence, on ne va pas de développement sans un système éducatif performant aujourd'hui qui est garanti. Espérons quand même que la médiation... on va passer à autre chose très rapidement, Binta. Il faut toujours relativiser la sentence qui voudrait que notre système ne vaille rien, qui voudrait que l'école soit en permanence en crise. C'est pas vrai. Moi, je m'efforce d'être, je ne suis pas sûr que j'en suis un, mais je m'efforce d'être un bon parent d'élève et d'étudiant. J'ai 3 enfants, 4. Qui étudient à Dakar? Qui étudient tous à Dakar. Mes enfants n'ont jamais mis les pieds à l'école, dans une cour de récréation d'une école privée. Et mes enfants rendent bien au système son offre. On ne peut pas jeter un projecteur sur l'offre d'éducation de notre système tant qu'on n'en fait pas le diagnostic. Et pour le faire, il faut d'abord commencer par amener ses propres enfants dans l'école publique si l'on est militant de l'égalité des chances. Je donne un exemple très concret. Mon aîné, quand il a eu son baccalauréat, m'a dit, papa, vous êtes conseiller du chef de l'État. Il est impensable qu'avec mon baccalauréat, je reste à Dakar. Je lui dis, vous resterez à Dakar pour une raison très simple, c'est que je vais tester l'offre d'éducation supérieure de mon pays. Vous êtes orienté à la fac des lettres pour faire licence, pour faire l'anglais, vous ferez vos 3 ans. Il a eu sa licence en anglais, il ne peut pas faire son master parce qu'il ne sera pas sélectionné du fait de ses résultats, mais que se passe-t-il? C'est lui-même qui monte son dossier et qui s'adresse à une école de formation à distance, ENACO à Lille, laquelle école l'a envoyé, après lui avoir octroyé une bourse internationale,
au Canada, sans que je n'y sois pour rien du tout, je n'ai acheté que le billet d'avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous contenter d'abord de l'offre de notre système éducationnel, le confronter avec les opportunités qu'offre le système international via Internet, avant de dire que notre système ne vaut rien. S'y ajoute que moi-même, le professeur Ndiogou Sarr qui parle, et moi-même, et vous-même, nous sommes tous issus de ce système. Oui, absolument. Nous osons espérer que la médiation de Serigne Mbaye Sy Mansour puisse porter ses fruits. L'autre actualité a trait, professeur Ndiogou Sarr, au discours du président de la République du 3 avril, à la veille de notre indépendance. 14 minutes. Quelle est votre lecture par rapport à ce discours du chef de l'État? Oui, je l'ai suivi. En fait, je l'ai apprécié aussi. Je pense que c'est un discours quand même qu'il faudrait mettre dans son contexte. C'était un rituel qui revient chaque fois et qui permet au président de la République de s'adresser à ses concitoyens, et surtout que c'est la fête de l'indépendance. Donc j'ai vu que le président de la République a axé son discours sur l'aspect social, l'éducation, la sécurité et la santé. Et je pense que quand même c'est normal aussi, c'était les questions brûlantes de l'heure. Et c'était un moment où il y avait une crise, comme on le disait tantôt, une crise au milieu scolaire, une crise de la santé. Et je pense que c'était bien que le président en parle. Je vous disais tantôt que j'étais étonné de voir que tout le temps que cette crise scolaire a duré, le président n'a pas rencontré les syndicats, alors que c'était des accords qui avaient été pris par son gouvernement. Donc je pense que sur ce point, le message est un message qui était extrêmement important et fort quand même. Maintenant, peut-être ce qui reste, c'est que nous sommes aussi à la veille d'une élection, et je m'attendais à ce que le président aussi, sur cette question, au moins se prononce, parce que quand même qu'on le veuille ou non, il y a une tension politique dans le pays, et le président devait profiter de cette occasion, qu'on parle d'indépendance, on parle de paix, on parle de sécurité, pour essayer de faire un appel aussi à l'opposition, à la classe politique et à tous ses concitoyens, pour qu'il y ait un dialogue et en fait d'asseoir au moins un climat de paix dans le pays. Malheureusement, sur ce point, le président est resté, n'a pas voulu se prononcer, je ne sais pas pourquoi, c'est son choix. Ensuite, il y a aussi une autre question. J'ai vu que le président de la République aussi a fait des promesses, beaucoup de promesses. Est-ce que des promesses, lorsqu'on est à la dernière année de son mandat, est-ce que là vraiment on pourrait porter, je pense que de bonne foi, c'est toujours bon de promettre à ses concitoyens, mais je pense que quand même, le président, depuis 5 ans, 6 ans, on l'attendait sur des questions où on n'a encore rien vu. Mais heureusement qu'il a pris conscience de cela et a préféré en parler lors de son discours. Je n'ai pas qu'à saluer cela. On l'attendait, Abdou Aziz Diop, au plan politique. Le président a fait 14 minutes sans convaincre une bonne partie des acteurs politiques. Est-ce que l'opposition a raison de ne pas être convaincue par le discours du président au plan politique? Oui, l'opposition sénégalaise a montré que tout ce qui ne va pas dans la direction qu'elle veut n'est pas bon. Ça, c'est une attitude, vous utilisez tout à l'heure le nihilisme, c'est une attitude de nihiliste. Tout ce qui se passe ne vaut rien. Cet homme doit partir et il doit être remplacé par quelque chose dont on ne connaît pas la couleur. Ça c'est l'attitude de l'opposition. Elle est quand même dans son rôle. Mais l'opposition est dans son rôle, c'est de bonne guerre. Cela dit, ce qui me paraît important, et ça l'opposition l'oublie malheureusement, tous ceux qui sont candidats potentiels à cette élection présidentielle savent que le 4 avril, mais c'est la fête de l'armée et de la jeunesse. Mais pourquoi diable vouloir faire tout le temps de la politique politicienne, y compris le 4 avril? Le 3 avril, le président de la République s'adresse à la nation, à sa jeunesse, à son armée. Il est le chef d'État, il est le chef des armées. Mais comment voulez-vous que le chef des armées, la veille de la fête de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays, fasse de la politique? Même si, parce que le discours est dans un contexte de politique mais ça annonce dans un contexte de politique, mais une fête nationale, 58e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, a un thème. Je rappelle le thème à l'opposition. Le thème, c'est quoi? La contribution des forces de défense et de sécurité à la stabilité, à la paix et à la stabilité internationale. Comment voulez-vous demander à un chef d'État dont le discours portant sur la célébration de notre 5e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale fasse hors sujet? Il n'a pas fait hors sujet. C'est la raison pour laquelle il a parlé de l'armée, à qui il donne des moyens comme il n'a jamais été le cas par le passé, pour asseoir notre défense et notre sécurité dans un monde en turbulence permanente et dans une sous-région en feu. Le Sénégal restant l'oasis de paix rare dans cette partie de l'Afrique.
Il ne fait donc pas hors-sujet. Il ne fait pas hors-sujet non plus sur la jeunesse, parce qu'il fait une offre d'emploi à la jeunesse à travers la délégation de l'entrepreneuriat rapide. Le fonds de 30 milliards. Et également à travers la formation duale. Absolument. 10 000 inscrits, aujourd'hui 25 000 pour bénéficier d'une formation duale. À quel niveau? Au niveau de l'entreprise et au niveau des écoles de formation. Gratuité de la formation, mais une bourse à chaque jeune inscrit, indépendamment de sa coloration politique, indépendamment de son appartenance régionale. Ça veut dire qu'il suffit d'aller sur Internet pour faire partie des 25 000 qui peuvent s'inscrire et bénéficier de cette formation duale. Le président de la République a répondu à traiter le sujet du 58e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Oui. Il n'a pas fait hors sujet, oui. Il était dans son élément. Bravo, monsieur le président. Mais le dialogue politique qui n'arrive toujours pas, professeur Ndiogou Sarr, est-ce que ce n'est pas ça, cette absence de dialogue politique qui est la conséquence de la situation tendue au plan politique? Merci madame Diallo. Je crois que là, je vais demander à mon ami, vous savez que le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est que si vous regardez aujourd'hui les pays africains, toutes les crises aujourd'hui qui secouent ces pays-là, c'est des crises qui sont purement politiques. C'est des crises qui nous reviennent souvent au lendemain des élections, au lendemain des compétitions politiques. À partir de ce moment, on ne peut pas dire que le message de la nation, du chef de l'État, qui marque une étape importante dans notre vie, l'accession à l'indépendance, on parle de liberté, on parle de sécurité, un message aussi important, on pourrait occulter une question qui est relative à la stabilité politique et à la paix intérieure du pays. Vous savez que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est que c'est un peu compliqué. Tant qu'on raisonne en termes en mettant l'accent sur les personnes, sur les hommes, on n'avance pas. Notre société a besoin d'être repensée. Notre modèle institutionnel a besoin d'être repensé. On doit repenser le modèle de fonctionnement de nos pouvoirs aujourd'hui au Sénégal. Des questions aussi importantes et malheureusement, la question politicienne a pris le dessus sur tout. Chaque fois qu'on se prononce sur les questions qui nous asseyent aujourd'hui, on se met dans la tête qu'on est d'un camp ou de l'autre. Et c'est voilà pour l'opposition aussi que vous l'avez dit tout à l'heure. Et je pense que le développement de M. Diop tout à l'heure démontre encore l'absence de dialogue politique qui est malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas être à une année charnière importante où la paix est menacée d'abord par les agitations sociales, où le climat politique est tendu, où il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de dialogue, et que le président préfère ne pas en parler. Je vous dis tout à l'heure que je peux apprécier les côtés positifs de ce message, mais aussi les faiblesses. Moi, j'aurais préféré en parler. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose au Sénégal, c'est la question du dialogue politique. Il n'y a pas de consensus sur les règles du jeu. Il n'y a pas de consensus sur le processus politique. Et tout le monde sait que ce sont ces questions-là aujourd'hui qui ont mis beaucoup de pays africains en crise. Le système de parrainage. À partir de ce moment, comment peut-on maintenant passer sous silence une question aussi importante? Venons au parrainage. Oui. Le président de la République décide de faire des réformes. Et pour l'information, les dernières réformes constitutionnelles, le président de la République avait lancé un slogan qui était important en disant que je voudrais qu'à partir de ces réformes de 2016, qu'on n'ait plus de constitution éthique à une personne. Constitution de M. Abdoulaye Wade, de constitution de M. Abdou Diouf, c'est une constitution de la République, une constitution des Sénégalais. Et on pensait avec ces réformes-là que nous sommes à l'abri maintenant de toute manipulation de la constitution. Mais cela ne signifie pas que le président de la République n'a pas le droit d'utiliser ses prérogatives constitutionnelles pour proposer des réformes. Mais quand on propose des réformes aussi importantes, allant dans le sens d'un parrainage qui va modifier sensiblement les règles du jeu, le processus politique, il est normal, déjà. Bien sûr, mais la manière, le parrainage existe au Sénégal depuis qu'on a accepté les candidatures indépendantes, il y a eu parrainage. Aujourd'hui, ce que le président veut faire, c'est qu'il faudrait que le parrainage soit appliqué à tout le monde. Candidat indépendant comme candidat proposé par les partis politiques. Oui. Ce qui pose déjà un problème au niveau de la Constitution. Parce que dans notre jargon constitutionnel, c'est la Constitution qui donne aux partis politiques la liberté de concourir librement au suffrage des Sénégalais. À partir de ce moment, le parrainage est naturel d'un candidat, d'un parti, c'est le parti qui assure le parrainage. Maintenant, aujourd'hui que le président décide d'instaurer le parrainage au sein des formations politiques, moi je ne suis pas contre, parce que ça permet un peu d'asseoir une certaine légitimité des candidats dans les partis. Mais quand même, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore discuté sur les modalités, la mise en œuvre de cette réforme. Oui. Comment peut-on engager une réforme aussi à la veille d'une élection? On a l'occasion de s'adresser à ses concitoyens par le message à la nation et passer sous silence une question aussi importante. Là, ça pose un problème. Abdelaziz Diop, on a entendu une bonne frange de l'opposition prédire un 23 juin bis. Est-ce que dans ce cas, le président de la République ne doit pas revoir sa copie pour ne pas faire basculer encore le Sénégal dans des violences préélectorales? Vous parlez du 23 juin à un acteur du 23 juin.
tous les jours n'est pas le 20... tous les jours ne sont pas le 23 juin. Si tous les jours étaient le 23 juin, le 23 juin n'aurait plus aucun... Mais l'opposition ne l'écarte pas cette fois. Si tous les jours étaient le 23 juin, le 23 juin n'aurait plus aucun sens. Or, le 23 juin est un élément essentiel de notre histoire politique récente. Je suis en phase avec Ndiogou quand il dit qu'il faut continuer à penser notre système. Bien vrai. Il faut que nous continuions à penser notre système. Ce dont il faut se rendre compte, le problème est très mal posé. Le problème sur le parrainage est très mal posé par ceux qui en discutent. Dans les médias, dans les colonnes des journaux, dans les places, sur les réseaux sociaux, sur la place publique, le problème est mal posé. Comment faudrait-il poser le problème alors? Le problème a été très bien posé il y a plusieurs années par une de vos consoeurs, Safili. Safili était une des plus majeures de Sud Quotidien. Elle avait dit un jour, diable, pourquoi voulez-vous supprimer des partis politiques au nom de la rationalisation des partis politiques? Pourquoi, diable, voulez-vous supprimer des partis politiques au nom de la régulation de notre système? Laissez, diable, notre système trouver son propre équilibre. Lorsque nous passons au parrainage universel, qui ne concerne plus que les candidatures indépendantes, mais qui concerne également les candidats des partis politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système continue à trouver un équilibre. Mais la personne habilitée à trouver à notre système un équilibre, mais c'est la personne qui constitutionnellement définit la politique de la nation, en l'occurrence le chef de la majorité, chef de l'exécutif. Mais il y en a qui ont pensé que c'est une façon aussi d'éliminer les potentiels adversaires. J'y viens. Oui. Donc, qui est habilité aujourd'hui constitutionnellement à aider notre système à trouver son équilibre politique? Le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Il fait une offre à l'opposition. Une offre rejetée. Une offre rejetée avant que la concertation n'ait lieu. Je salue l'initiative de la société civile. Comment on peut se concerter pour une affaire qui a été déjà passée au Conseil des ministres et qui va passer à l'Assemblée nationale? Non. Le Conseil des ministres fera chaque semaine son travail. Des projets de loi seront toujours proposés au Conseil des ministres. Mais entre la proposition d'un projet de loi destiné au bureau de l'Assemblée nationale et le vote de la loi, il y a un boulevard de négociations possibles permettant de rapprocher les prises de position. Mais on a quand même entendu le Premier ministre dire c'est le Sénégal pour tous, le parrainage pour tous, c'est une façon de fermer le débat. C'est la raison pour laquelle je salue l'initiative de la société civile. Même si je suis quelque peu en désaccord avec la société civile sur le fait de renvoyer dos à dos pouvoir et opposition. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une démocratie représentative, avec ses forces et ses faiblesses. Des faiblesses atténuées par toutes les déclarations. Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration des droits de l'homme et des peuples, africains des droits de l'homme et des peuples, les différents codes qui régissent notre système. Tout ça contribue à atténuer les faiblesses de la représentation, de la crise de la représentativité. Dans une démocratie représentative, en dernier ressort, c'est l'Assemblée qui vote la loi pour en faire une loi d'État, applicable à tous. Mais avant qu'on en arrive là, il y a un boulevard pour négocier. La porte du chef de l'exécutif, chef de la majorité, il est toujours possible. Oui. Le parrainage, pour l'instant, est irrévocable, pour une raison très simple. Parce que c'est un élément du dispositif nous permettant de permettre à nos systèmes de trouver l'équilibre dont il a besoin. Mais on a, oui. Je termine sur l'équilibre. Oui. Vous savez, les coalitions politiques, il y en a eu 5 fondamentalement à la dernière élection présidentielle, concourent à donner à notre système l'équilibre dont il a besoin. Maintenant que le nombre de candidats, qu'il peut y avoir un désordre du fait de l'argent, on introduit le parrainage pour permettre aux citoyens d'arbitrer les candidatures. L'arbitrage par les citoyens est une bonne chose. C'est ça le sens du parrainage. Maintenant, l'effectif qu'il faut à chaque candidat pour pouvoir déposer sa candidature, cela peut faire l'objet d'une discussion. Mais on ne peut pas empêcher un système politique, quel qu'il soit, de trouver l'équilibre dont il a besoin. Mais on a quand même entendu Ndiogou Sarr, des alliés se démarquer de ce système de parrainage, le professeur Bathily qui dit que c'est antidémocratique, Abdoulaye Wilane qui demande des concertations autour de tout ça. Vous savez, Mme Diallo, moi je dis souvent que tout ce que vous faites pour moi et sans moi est fait contre moi. Ici, nous sommes en matière politique et précisément électorale. Et comme vous le savez, je pense que dans une démocratie qui se respecte, les règles sont des règles consensuelles. Aujourd'hui, c'est la crise de la majorité. Et vous venez de le dire, la manière dont le système représentatif fonctionne montre que nous avons une crise profonde, avec des soubassements multiples. De telle sorte que je crois qu'aujourd'hui, pour régler la question politique, on ne peut pas, parce qu'on a une majorité,
et parce qu'on a des prérogatives contenues de la Constitution qui permettent de modifier et imposer votre volonté et demander des réformes que vous allez... Oui, mais il a quand même dit que les discussions sont toujours possibles en attendant 2019. Oui, mais aujourd'hui, moi, le problème de fond, c'est que je ne rejette pas le fait que le président de la République utilise ses prérogatives constitutionnelles pour proposer des réformes. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faudrait un peu rationaliser notre espace politique. Nous avons aujourd'hui plusieurs partis politiques, mais nous avons des mécanismes de rationalisation qui n'ont jamais voulu être utilisés, et il faut le dire. Nous avons des mécanismes aujourd'hui. Quel est le parti aujourd'hui au Sénégal qui respecte les conditions de déclaration, les dépôts de bilan? Personne ne le fait. Les dernières élections législatives, c'est l'occasion pour régler la question de la rationalisation de l'espace politique. On pouvait exiger à ce que les partis qui se présentent, ou même des coalitions, s'ils n'arrivent pas à un certain niveau de représentativité, qu'ils sont complètement distribués, et qu'on discute de ces questions, que ce soit des lois votées à l'Assemblée nationale et tout le monde l'accepte. Mais aujourd'hui, moi, ce que je ne pourrais pas accepter... C'est une façon pour vous d'éliminer des adversaires, mais forcément, comme le disent les autres. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, si vous regardez les modes de la faisabilité, par le passé, même le parrainage qui était appliqué aux candidatures indépendantes, il y avait une difficulté, même sérieuse, pour authentifier même ces signatures. Le Conseil constitutionnel n'a jamais fait. Il le confie à des organes indépendants, ou parfois c'est le ministre de l'Intérieur qui authentifie les signatures, et on a vu ce qui s'est passé avec les candidatures qui ont été rejetées de les élections présidentielles. Cette fois, il y a possibilité de recours. Alors, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le président de la République, d'autant plus que c'est pour rationaliser, à appeler tous les acteurs autour d'une table, dire que voilà la question des parrainages, je ne pense pas qu'un seul acteur serait en même de dire, je suis contre la rationalisation politique, et discuter sur les modalités. Aujourd'hui, moi, je me pose des questions, comment ils vont procéder au parrainage? Quelles sont les modalités qui sont appliquées? Ça va nous emmener encore à des lendemains compliqués, comme ce qui s'est arrivé aux élections législatives, et je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Nous sommes dans une démocratie. Une démocratie, c'est l'élégance. Ce n'est pas la règle de la majorité maintenant. Et je pense que tous les pays qui ont plongé dans une crise dans les années 90, c'est des crises qui découlent du fait qu'il n'y a pas de consensus sur les règles de jeu. Et de telle sorte que finalement, on a fait appel à d'autres mécanismes pour réguler l'espace politique, et des mécanismes qui font souvent recours à la négociation, au dialogue. Donc pourquoi ne pas privilégier ce système-là? Moi, je pense que le président de la République, et c'est ça, moi, ce que je vois avec le président Macky Sall, peut-être c'est le point faible de son mandat, je crois. Le dialogue est absent. Et aujourd'hui, ceux qui les défendent, ils disent que oui, le dialogue, c'est dans une république, et dans une démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Je suis désolé. Dans un pays où on sait comment on choisit les députés, comment on fait l'élection législative, il serait extrêmement une aberration de vouloir domicilier le dialogue au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faudrait aller dans le sens d'ouvrir un dialogue avec, pas seulement les forces politiques, mais aussi avec les citoyens. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, on a l'impression que notre démocratie au Sénégal est une démocratie des partis politiques, où seuls des politiciens sont intéressés. Mais et les citoyens? Ils ont leur mot à dire. Vous pensez que la question du parrainage n'intéresse pas les Sénégalais? Le citoyen qui est appelé à voter demain et qui doit apposer sa signature pour parrainer et apporter une certaine légitimité à un candidat qui brigue ses suffrages. Donc par conséquent, il faut qu'on dépasse cette question. Aziz, il y a même des alliés qui vous supportent, qui disent qu'ils sont contre ce système de parrainage. On a entendu le professeur Bathily dire que c'est antidémocratique. Oui, le professeur Bathily a dit beaucoup de choses dans son émission, si vous voulez qu'on en parle. Mais c'est ça qui m'intéresse, par rapport au parrainage. Oui, par rapport au parrainage. Le professeur Bathily, dans le parrainage, ne fait que de l'arithmétique et de la comptabilité. C'est-à-dire? Mais je suis désolé qu'un historien de la trempe d'Abdoulaye Bathily ne fasse que de l'arithmétique et de la comptabilité. Abdoulaye Bathily n'a jamais cru à l'arithmétique et à la comptabilité. Toute son histoire, tout son itinéraire est opposé à l'idée que c'est l'arithmétique et la comptabilité qui régit la vie. Il a toujours cru qu'il y avait un idéal à poursuivre. C'est la raison pour laquelle j'ai été surpris par sa comptabilité et son arithmétique. Cela dit, l'arithmétique et la comptabilité seront naturellement arbitrées, y compris par les citoyens, qui verront s'il y a une rationalité dans la manière de faire le décompte. Ça, c'est la porte ouverte à la discussion, inexorablement. Et dire que le président Macky Sall n'est pas ouvert à la discussion, c'est ne pas avoir été très attentif à son discours officiel et à ses actes. La conférence sociale est là, le dialogue avec les partenaires sociaux pour lutter contre les inégalités avec les enseignants. Généralement, c'est le ministre du Travail qui discute avec les syndicats des enseignants. Et les discussions, en dernier ressort, atterrissent sur la table du président, qui est obligé de prendre une décision pour que notre démocratie continue son chemin. Oui. Donc, M. Bathily n'a pas été un bon invité de Mamoudou Ibra Kane parce que la comptabilité et l'arithmétique ne suffit pas. Le professeur Ndiogou Sarr vient de le dire, pour faire de notre démocratie ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une démocratie apaisée et grâce au génie sénégalais, faire
du 24 février 2019, un grand rendez-vous démocratique. Nous recevons professeur Abdoul Aziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République, et également professeur Ndiogou Sarr, enseignant à l'UCAD, maître de conférence en droit public. Est-ce que vous êtes en phase avec le professeur Bathily, je vais encore l'évoquer, qui dit que tous les acquis démocratiques qui ont été tous les acquis démocratiques ont été foulés aux pieds par Macky Sall et son régime au vu de tout ce qui se passe dans ce pays maintenant? Écoutez, madame, moi je suis très mal placé. Vous savez pourquoi? J'aurais bien aimé être invité pour discuter des questions de mon point de vue sur le fonctionnement de ce démocratique. Mais quand j'ai en face de moi M. Diop, qui au fond est conseiller du président de la République, est obligé de défendre effectivement le camp président, vous voyez que le débat est un peu biaisé à ce niveau. Moi je pense que là je parle en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel. Je pense qu'effectivement il faut le dire. Nous avons connu un parcours extrêmement important pour le processus démocratique. Et là, qui nous a effectivement valu des sacrifices énormes. Mais il faut le dire, je pense que moi, je m'attendais à l'arrivée du président Macky Sall qu'on allait renforcer le système démocratique. Mais malheureusement, et là, je vais le dire, c'est un système qui a reculé, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, il était impensable en 2018 qu'on discute encore sur des questions de règles électorales, des questions de processus électoral, des questions de parrainage. Je pense que c'est des questions qui ont dépassé. Ça me rappelle le débat des années 90. Le président Abdoulaye Wade aurait posé cela, je peux comprendre à un certain niveau, mais quand ça vient du régime de Macky Sall, qui est un président qui est né après les indépendances, entouré des jeunes, de talents, des spécialistes, je me pose des problèmes à ce niveau. Vous savez, Madame Diallo, ce qui s'est passé quoi? C'est que on a eu avec le président Abdoulaye Wade ce qu'on lui reprochait à l'époque. Et je pense que M. Diop était artisan dans ce combat. C'était le fait que dès que c'était un président qui avait une vision, qui nous a décomplexé un peu au plan économique et au plan international, mais qui avait aussi contribué à banaliser nos institutions, qui avait malmené la gouvernance dans ce pays-là, démocratique. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui, ce 23 juin, auquel on fait allusion. Et rappelez-vous, le président Abdoulaye Wade voulait faire passer un projet de loi qui allait faire élire un président à 25%. Le quart bloquant. Pas des nombres d'inscrits, mais des votants. Contrairement à ce qu'Abdoulaye avait fait. Les gens s'étaient mobilisés, ce n'est pas les partis politiques, ce sont les citoyens qui s'étaient mobilisés pour dire que c'est un recul démocratique. Et le président Abdoulaye Wade a reculé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va pire aujourd'hui avec ce régime-là aujourd'hui. Comment on peut se lever pour dire qu'effectivement, moi j'ai la majorité, je suis le président de la République, je décide des gens appliquent. À la veille des réformes de 2016, j'avais lancé un peu pour dire au président de la République, la question de la réduction de votre mandat était importante. Et si vous regardez, c'est la quintessence de ces réformes. Aujourd'hui, cette question est reléguée au second plan parce que le Conseil constitutionnel vient vous dire que ce n'est pas appliqué à votre mandat. Je vous demande de surseoir à ces réformes, d'appeler une concertation. Je pense, comme je l'ai dit, pour la télévision, il y avait M. Diop qui était là-bas, je me rappelle, de surseoir à ces réformes, d'appeler à une large concertation de la classe politique, des citoyens pour qu'on arrive à pérenniser ces réformes car la Constitution ne vous appartient et survivra après vous. Malheureusement, on a fait du forcing, on a fait des réformes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces réformes de 2016? Absolument rien du tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes encore en train de discuter de la question des libertés, de la question des manifestations, de la question du processus électoral, alors que depuis 92, on a un code consensuel qui nous a permis d'avoir un climat politique apaisé. Oui. Et alors, malheureusement, on met à rude intervention aujourd'hui nos juridictions, nos juges qui sont obligés d'arbitrer ces conflits politiques qui malheureusement, parce qu'il y a tout simplement une majorité qui est là et qui impose sa volonté sans tenir compte effectivement de notre démocratie. Le recul démocratique, Abdoul Aziz Diop, comme l'a dit professeur Bathily, que je vais encore citer. Le professeur Bathily parle de recul démocratique parce que c'est un ami du maire de Dakar et il défendait son ami. Je m'explique. Le professeur Bathily, invité de membre du Bracan il y a 2 dimanches, si je ne me trompe, jette un coup de projecteur sur les droits civils et politiques. Et il dit en substance que le procès de Khalifa Sall est un procès politique. Absolument. Mais il a raison. Le professeur Bathily a parfaitement raison de dire que le procès de Khalifa Sall est un procès politique. Pourquoi a-t-il raison? Je vais vous dire pourquoi. Mais parce que il pense l'actualité dans son historicité. Et il fait référence à son propre parcours, aux stigmates sur son corps, pour s'être battu pour les droits civils et politiques au Sénégal. Quand les gens disent, quand les journalistes, les hommes politiques de l'opposition en particulier, les jeunes dans les réseaux sociaux disent que le procès est politique, ils ont parfaitement raison. C'est parce que simplement ceux qui le disent, parce qu'ils défendent le maire de Dakar pour une raison ou pour une autre, veulent que les droits civils et politiques de Khalifa Sall soient respectés. Mais ce qu'ils oublient de dire, et c'est là où l'historien Bathily,
qui fait un examen de l'actualité dans son historicité ne dit pas toute l'histoire. Il oublie, au nom simplement des droits civils et politiques du maire de Dakar, il oublie les droits économiques, sociaux et culturels des Sénégalaises et des Sénégalais. Le Sénégal est l'un des rares pays au monde, non seulement à avoir adopté et ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais d'avoir également signé le protocole facultatif au pacte international sur les droits civils, relatifs aux droits civils, économiques et culturels, les droits économiques, sociaux et culturels. C'est pourquoi, en début d'émission, j'ai insisté sur la parité des droits. Je suis en face d'un professeur de droit, maître de conférence de droit. Je parle donc sous son contrôle. Au nom des droits civils et politiques, il faut élargir le maire de Dakar. Même si il faut piétiner en le faisant les droits économiques et sociaux et culturels de celles et de ceux à qui les subsides de la régie d'avance étaient en réalité destinés en matière de vivres de soudure. La parité parfaite entre les droits, l'indivisibilité et l'interprétance des droits interdit à un magistrat qui connaît le droit et qui le dit d'avoir cette posture-là. C'est en cela que l'historicité avec laquelle l'historien Bakili pense les droits civils et politiques est une historicité incomplète. Là, vous faites état des faits, mais que le maire de Dakar aussi est une personnalité politique non négligeable. Le maire de Dakar est une personnalité politique importante localement. Et permettez-moi, à partir de cet instant, d'insister sur quelque chose. Khalifa Sall s'est toujours comporté, et je ne vais pas charger l'homme qui est en difficulté présentement. Je vais faire tout pour être élégant. Oui. Le professeur Sarr l'a dit il y a un instant, la démocratie c'est l'élégance. Je vais faire preuve d'élégance vis-à-vis de Khalifa Sall en difficulté. C'est une personnalité politique locale importante, mais qui a passé tout son temps... Local qui n'est pas national, vous voulez dire. Voilà, mais qui a passé tout son temps à défier l'État, à se rebeller contre l'État. En réalité, le problème fondamental auquel est confronté Khalifa Sall est un problème qui est lié à sa culture politique. Oui. Khalifa Sall ne reconnaît pas, jusqu'à l'instant où nous parlons, le Code général des collectivités locales voté par l'Assemblée nationale et qui est devenu loi de l'État. Pourquoi ? Parce qu'au nom de la victimisation, cette loi de l'État n'a été adoptée que pour l'empêcher d'être maire. Il est maire, qu'il travaille localement en attendant qu'un programme le présente aux Sénégalais comme quelqu'un devant bénéficier d'un mandat national. Nous allons passer au dernier point de notre débat. Professeur Ndiogou Sarr, ce sont les retrouvailles annoncées entre le président Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Quelle lecture faites-vous de ces supposées retrouvailles? Oui, vous savez, moi, j'aime pas trop faire une analyse... C'est en direction de la présidentielle. Oui, vous savez, c'est normal. Hein. Nous sommes à la veille d'une élection, c'est normal qu'il y ait des retrouvailles, qu'il y ait des coalitions. Au moment où personne ne s'y attendait, bien sûr. Oui, mais bon, ça, c'est ce qu'ils disent. Peut-être ils sont dans le secret de Dieu. Moi, je ne sais pas. En politique, on dit souvent que rien n'est impossible. Hein. Oui. Je pense que les acteurs politiques, ils sont tous pareils. Tout à l'heure, on parlait un peu de quand on apprécie notre démocratie, au moment de nos textes, tout à l'heure, il le disait, je pense que c'est en fonction du contexte et de la position où on se trouve. Hein. Regardez au Sénégal, la constitution est mauvaise selon qu'on se trouve dans telle ou telle posture. Elle est bonne selon qu'on est dans telle ou telle posture. Je crois que c'est des questions qu'il faudra pouvoir. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une élection. Les partis ont intérêt à se voir effectivement et de définir les modalités qui leur permettraient éventuellement d'aller aux élections, ne serait-ce que pour essayer de mutualiser les forces, mais aussi pour essayer de faire face au pouvoir. Et comme je disais tout à l'heure, M. Diop, je crois que une chose est d'avoir des textes. Hein. Les textes sont très beaux, il y a beaucoup de... Mais ce qui est important, c'est leur application, l'effectivité. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos pays, nous avons les meilleurs textes du monde. Nous avons une constitution qui a tout prévu. Mais regardez, ce qui est fait, par exemple, des dispositions de la constitution, ce qui est fait de nos textes, souvent, c'est là où il y a un problème. Tout à l'heure, on parlait du cas du maire de Dakar. Je n'aimerais pas personnaliser. Mais quand on dit que c'est politique, c'est uniquement parce que il y a beaucoup de dossiers qui sont là, et pourquoi on a choisi le dossier du maire de Dakar pour le présenter au procureur de la République. Vous pensez que c'est sélectif? Mais c'est sélectif. Aujourd'hui, le rapport de l'OFNAC est très clair. Comment vous pouvez comprendre que le directeur du COUD, pour ne pas le nommer, aujourd'hui, il y a 2 rapports qui l'épinglent aujourd'hui le directeur du COUD. Je suis passé, quand je suis revenu de voyage au niveau du COUD, j'ai vu qu'il y a les travailleurs sont restés 4 mois sans salaire. Il y a même le pavillon A qui était fermé. Au même moment, ce monsieur qui est gestionnaire des deniers publics,
s'est permis d'aller organiser un meeting à Ndioum de 300 millions. Ça gêne personne. Il a été épinglé par l'OFNAC. Regardez le cas de la Poste. Moi, je reviens d'un voyage quand j'ai vu à Thiès-Maville, que je connais quand même, et que j'ai vu que tous les jeunes sont en train d'être recrutés pour les mettre à des postes, mais pour en faire un électorat politique, au moment où la Poste est en train de connaître un déficit extrêmement important, alors que la Poste devait aujourd'hui booster notre économie dans ce secteur, avec le système télécommunications pose un problème. Aujourd'hui, le rapprochement ne me gêne pas, parce que je ne vais pas m'immiscer dans ce jeu pour essayer d'apprécier. Mais il faudra dire une chose. Les textes sont là, mais il faudra voir comment ils sont appliqués. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure au professeur Diop, il faut repenser notre modèle, mais repenser aussi notre système de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas longtemps, on a parlé du cas de Khalifa Sall, on a parlé du cas de la magistrature, l'indépendance de la magistrature. Aujourd'hui, qui peut dire au Sénégal les magistrats ne sont pas indépendants? Les textes préconisent leur indépendance. Mais qu'est-ce qui est fait de cette indépendance dans la pratique? C'est parce qu'il y a l'émission de certains pouvoirs. Et là, ça pose un problème. Donc, je crois qu'il faut aller dans le sens de revoir un peu notre système. Il faudrait aussi que ceux qui nous dirigent comprennent que il y a une vie en dehors du pouvoir, mais il y a une vie aussi après le pouvoir. Pourquoi chaque fois qu'on arrive au pouvoir, on pense que le pouvoir devient un moyen pour s'enrichir, un moyen pour créer un réseau personnel, ce qui pose un problème. Pourquoi, la bonne gouvernance... Il a dit pourquoi cette sélectivité dans la gestion des deniers publics. Également, on dit que les retrouvailles entre Wade et Idrissa Seck ne feront que sceller l'unité de l'opposition au détriment du parti au pouvoir. Vous avez deux questions sur 2 minutes. Idrissa Seck, après avoir anéanti Abdoulaye Wade, fait des retrouvailles avec Abdoulaye Wade. Ce sont les énièmes retrouvailles entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade. C'est les retrouvailles de la revanche. Pourquoi? Pas de la revanche sur notre système démocratique, mais de la revanche sur le peuple sénégalais qui a fait ses choix. De Idrissa Seck, il est très facile de placer 2 ou 3 mots très rapidement, en 1 minute. Cet homme perpètre un viol par le langage contre les foules à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Il prend la phraséologie pour de la communication. L'objet de sa phraséologie, l'objet de la phraséologie de Idrissa Seck, c'est simplement la manipulation et le viol par le langage. Hachim Bembe, historien camerounais, a expliqué, comme personne d'autre, le viol permanent par le langage contre les foules perpétré par les hommes politiques comme Idrissa Seck. À cela, le président Macky Sall répondra sous peu, en 4 temps, par écrit, à ce que j'appelle l'exubérance communicationnelle, la phraséologie dont le seul objet est la manipulation des masses. Il répondra par son calme des terroirs, parce que personne d'autre qui est mieux que Macky Sall ne sait de quoi le Sénégal des 6 dernières années est fait. La sélectivité dans la gestion des deniers publics. Pourquoi Khalifa Sall et pas les autres? Tous ceux qui disent ça n'ont pas encore mis sur la table un dossier documenté. Ils vous ont parlé des rapports de l'OFNAC et de la RMP. N'ont pas encore mis sur la table un dossier documenté attestant du caractère impératif de la poursuite à engager contre une personne morale ou une personne physique. Cela, ça me paraît extrêmement important. Nous sommes dans une démocratie. Les médias servent à quelque chose. L'investigation politique existe. Le journalisme d'investigation existe. Mais les journalistes ont quand même rendu compte de ces rapports. Je termine. Le journaliste rendre compte d'un rapport et tenir en considération la contradiction que forcément celui qui est présumé avoir fait des délits en matière de gestion des affaires publiques, sa confrontation avec l'auditeur, cette confrontation est souvent battue en brèche par celles et ceux qui parlent de ce dossier de cette manière. Très bien, nous allons terminer très rapidement. Non. Il nous reste qu'une minute. Mais la conclusion me revient. Très bien. Il a développé sur le sujet, laissez-moi développer sur le sujet. Sur quelques secondes. Sur quelques secondes. Oui. Toutes celles et ceux qui disent qu'il y a sélectivité dans les poursuites n'ont pas encore mis sur la place, sur la table, un document attestant de cette sélectivité. Professeur, sur quelques secondes. Moi, je pense que les rapports sont très clairs et je pense que malheureusement, c'est le procureur qui doit décider de la suite à donner ces rapports. Et le procureur est c'est un agent de l'État. Il suit les ordres du ministre de la Justice, qui sont les ordres du président de la République. Et par conséquent, le procureur ne peut activer que les dossiers qu'on demande d'activer. Et c'est pourquoi il a activé le dossier de Khalifa Sall à la place des dossiers qui ont été transmis par l'OFNAC où la société était déjà d'office. Donc je pense que c'est une question de bonne volonté. Et là, c'est la bonne gouvernance. Notre constitution dit que le Sénégal s'engage au respect
et à la bonne gestion des affaires publiques. La gestion sobre et vertueuse. Alors aujourd'hui, quand on prend par exemple, quand le président de la République, est-ce que c'est un signe de bonne gouvernance de prendre un parent et de lui confier une société la plus importante du pays, la caisse de consignation, et extraire cette caisse-là de tout contrôle de l'AMP? Si c'est de la bonne gouvernance, moi je me dis finalement qu'est-ce qui reste de la bonne gouvernance alors? La caisse, aucune caisse n'est extraite du contrôle. Je sais ce que je vous dis. Je suis professeur de droit public, je sais ce que je vous dis. Aucune caisse n'est extraite du contrôle. Ce n'est pas un débat. Voilà, merci, je vous remercie. Une prochaine fois, merci à nos invités, Abdoulaziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République, et professeur Ndiogou Sarr, maître de conférence en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à El Hadj Ndiogou Diène qui était à la réalisation. Bon dimanche à tous. Now there's no point in placing the blame.